Avec l'avalanche de Pandemic Podcast, l'idée de cette émission est de prendre le temps, de s'installer tranquillement dans son fauteuil, ou sur son vélo, ou d'aller courir, et d'écouter des conversations pour se construire soi-même, sans raccourci. Il s'agit aussi, tout en faisant découvrir à l'immense communauté francophone aux États-Unis des individus d'exception, qui nous expliquent comment l'on peut construire son existence de manière philosophique, à savoir mettre sa vie en accord avec des principes, sans donner de leçons, entre guillemets, des leçons de morale. Il s'agit enfin de croiser les regards et les valeurs entre la France et les États-Unis, où nous parlons souvent des mêmes choses, sans en avoir la même définition et les mêmes usages. Nos invités sont aussi bien des philosophes que des athlètes, des artistes, des gastronomes, professeurs, chercheurs, entrepreneurs de tout type. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mathieu Kidu, professeur agrégé de sport à l'École normale supérieure de Lyon, où il enseigne, et il enseigne également le MMA dans les sports à ses étudiants, parmi d'autres sports, tout en tentant de transmettre les valeurs que ce sport peut apporter à ses pratiquants. Il est également chercheur associé au laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport à Lyon 1, où il mène des travaux en philosophie et sociologie du sport. Mathieu est l'auteur de nombreux livres et articles sur les rapports entre sa discipline, sa matière, le sport, et d'autres disciplines, la sociologie et la philosophie. On compte notamment Épistémologie du corps savant, en 2 tomes, chez l'Harmattan, et des articles tels que les activités sportives hybrides comme réponse à l'accélération des rythmes de vie, ou bien le crossfit, le MMA et le néolibéralisme. Enfin, et c'est important pour moi, il est instructeur certifié kettlebell à Strong First de Pavel Tsatsouline, et donc il est l'exemplification d'un esprit sain dans un corps sain. Ce podcast ne serait pas possible sans le soutien d'OFA Lycée, le premier lycée franco-américain en ligne, qui permet à des élèves scolarisés dans le système américain de poursuivre leurs études en français pour étudier aussi bien en France qu'en Europe ou dans le monde. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil au site www.ofalycée.org www.ofalycée.org. Merci Mathieu d'avoir accepté mon invitation. Ça fait quelque temps qu'on se parle déjà. Et voilà, donc c'est un grand moment puisque le MMA et les sports de combat sont une matière chère à mon cœur. Et, et en fait, quand j'ai découvert qui tu étais, j'ai été extrêmement ravi parce que enfin, il y avait quelqu'un qui, d'un côté, faisait fonctionner son cerveau et de l'autre côté, faisait fonctionner ses muscles et plus précisément des muscles vers le combat. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, dire qui tu es et où tu es parce que c'est important puisque, bon, ben, avec le live international, on ne sait pas exactement où sont les interlocuteurs. Donc moi, je suis à Boston et toi, tu te trouves où? Alors moi, je suis à Lyon, en France. Donc pour me présenter rapidement, j'ai 38 ans, je suis papa de 2 petites filles de 13 ans et de 2 ans et demi. Mon emploi principal, donc je suis professeur, agrégé d'EPS dans une grande école, à Lyon, donc l'École normale supérieure de Lyon, où, j'assure des enseignements de sport, auprès d'étudiants qui ne sont pas spécialistes de ce domaine. Donc ils peuvent être des philosophes, des historiens, des physiciens, des chimistes. Et donc, parmi les sports que je propose, le MMA, ça fait 12 ans que je le propose dans cette école. Donc ça, c'est mon activité principale. Et par ailleurs, j'ai 2 activités, complémentaires. Une activité, de formation des futurs enseignants d'EPS, donc dans différentes, institutions en France. Et aussi, je mène des recherches, sociologiques et philosophiques sur, les innovations sportives, dont, l'émergence, du MMA. Mhm. Très bien. Moi, j'ai une première question parce que elle me brûle la bouche. Est-ce que, est-ce que tu t'es déjà battu dans la rue ou est-ce que tu te bats souvent dans la rue? Alors, je suis pas du tout un bagarreur. C'est pas quelque chose qui m'anime. Je serais capable de le faire en cas de défense, notamment si on s'en prenait à ma famille, Mhm. mais c'est vraiment pas ma philosophie. Et c'est souvent ce qui m'a d'ailleurs interpellé quand je discutais avec des personnes qui étaient dans les activités d'autodéfense.
ou quand je les entendais parler, j'étais surpris par le fait qu'ils se battent tous les samedis, quoi. Mhm. Et, et moi, je me bats jamais dans la rue. Donc, soit parce que j'évite les situations un peu craignos. Alors, je suis pas un grand fêtard, je bois pas d'alcool, je sors pas tard le soir, donc ça évite peut-être Ça quelques aide. problèmes. Et puis, quand des tensions apparaissent, par exemple dans le cadre d'incivilité, quand quelqu'un manque de nous renverser en vélo, Mhm. euh, j'utilise le verbe et j'essaye de conserver des distances, même d'un point de vue physique, qui empêchent le recours Voilà. à la violence Et, corporelle. Donc voilà, je suis un fan des sports de combat et un anti-bagarre de rue. d'accord. Non, ben, c'est bien que ça soit clair. Mais finalement, qu'est-ce qui t'a conduit? Parce que ça intéresse pas tout le monde. Enfin, moi, je le sais parce que j'ai souvent eu le problème d'expliquer que j'adorais la poésie bucolique du 1er siècle avant Jésus-Christ, que de l'autre côté, j'adorais la boxe thaï ou le jiu-jitsu. Mais comment, voilà, donc j'ai mes petits secrets sur comment j'y suis venu. Mais toi, comment tu es venu au MMA, donc cette discipline qui mélange un peu toutes les disciplines martiales. Est-ce qu'il y a un événement déclencheur Alors, bon, moi j'ai ou... toujours voulu faire des sports de combat et j'y ai été empêché par mes parents très tôt. Donc, Euh, la première activité de sport que j'ai pratiquée, c'était le foot. Mais avant le foot, moi, je voulais faire de la boxe. Et bon, j'ai commencé à 5 ans. Donc, à 5 ans, il était hors de question que mes parents m'y mettent. Donc, jusqu'à ma majorité, globalement, ça a été une relation de frustration où j'étais passionné par les combats de boxe thaï, où je regardais ça très tard le soir. À la télé. Et dès que j'ai pu avoir mon propre destin entre les mains, j'ai commencé par la boxe thaï. Mhm. Et en parallèle de ça, j'ai fait beaucoup de judo dans le cadre de mes études. Donc, j'avais deux activités de combat très différentes. Et j'ai eu l'occasion plus tard de les réunir. J'ai habité pendant un certain nombre d'années à la montagne, à côté d'un centre d'entraînement des commandos. Et donc là, ce centre-là proposait l'activité MMA, donc avec des civils, avec des militaires, soit dans une optique sportive, soit dans une optique plus défense, close combat des forces Mhm. armées. Et donc, c'est là où j'ai vraiment commencé à pouvoir réunir ce que j'avais appris en boxe thaï d'un côté, en judo d'un autre, pour apprendre justement la singularité de cette activité dans les phases de transition, dans la gestion de la distance de combat. Et c'est vraiment dans le cadre de ce club militaire que j'ai pu découvrir cette activité avec des ressources que j'avais éparses jusque-là. Et j'ai vraiment pu les intégrer et découvrir les spécificités de la discipline. Ouais, donc et à ce moment-là, quelque part, ça dépasse un peu tes attentes parce que tu voulais faire de la boxe et puis tu découvres le MMA qui, alors on peut peut-être juste en dire un mot, même si en gros, je pense que tous les gens qui nous écoutent savent ce que c'est, mais qui était une manière de, en gros, comparer quelles étaient les techniques les plus efficaces. Donc finalement, tu découvres ce sport Alors, au et moment comment où j'ai tu... voulu me lancer dans les sports de combat, donc je suis un vieux, hein, c'était au tout début des années 90. Donc là, le MMA n'existait même pas à l'UFC encore. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose qui était envisageable. C'était judo, boxe ou karaté. Donc, c'était vraiment des disciplines. Et il est vrai qu'au début de l'UFC, c'était cette optique de comparaison de l'efficacité des différents styles. Ça, on va dire que ça a duré de 93 jusqu'au début des années 2000. Là, on voulait savoir qui était le plus fort en contexte dérégulé avec un minimum de réglementation. À partir de 2001, il y a un véritable mouvement d'autonomisation de la discipline qui s'est créé, au sens où c'était plus le karatéka contre le judoka, c'était le combattant X de MMA contre le combattant Y de MMA qui maîtrisait plus ou moins fortement tous les domaines, mais qui avait cessé de faire des impasses criantes, comme dans le cadre des premiers UFC, où certains combattants n'avaient jamais été au sol de leur vie et ne savaient pas du tout ce qu'on pouvait y faire. Donc moi, je suis venu à la discipline quand elle était déjà autonomisée, avec des champions, avec un cadre réglementaire, avec un espace clairement délimité. Et ce n'était pas du tout la phase originelle du MMA avec sa valence transgressive et sa volonté comparative.
Donc moi, Ouais. j'ai déjà été confronté à une discipline sportive en tant que telle, et non pas à un spectacle visant à mettre en scène deux combattants d'origines différentes. Ouais. Il y avait même des sumos qui Complètement. affrontaient des simples, des simples touristes. Alors, pas des touristes, parce qu'en l'occurrence, le sumo qui a été présent lors du premier UFC, il était en face d'un karatéka qui n'était pas un champion du monde, mais qui était quand même pas le premier venu. Et le sumo n'a pas duré très très longtemps dans l'affaire. Et c'est vrai que ça correspondait vraiment à la première phase où il n'y avait pas de catégorie de poids. Les arbitres étaient très peu formés, ne savaient pas ce qu'il fallait faire en fonction de telle situation. Ils arrêtaient le combat, puis ils le laissaient repartir. Donc c'était vraiment une phase balbutiante Ouais, qui a généré une hostilité assez rapide, y compris aux États-Unis, justement parce que tout le monde balbutiait. Les combattants, les arbitres, ouais, les organisateurs de combat, c'était une phase vraiment expérimentale. ouais. Et la législation aussi. Alors, le premier UFC a été organisé dans le Colorado, à Denver, parce que cet État, justement, était le plus permissif d'un point de vue réglementaire. Donc, à ma connaissance, il y a eu assez peu d'événements UFC organisés dans le Colorado depuis, mais les premiers, c'était vraiment pour son absence de législation. Et les derniers États qui ont été conquis aux États-Unis, c'est New York, enfin l'État de la ville de New York City, parce que justement, il y avait une influence très importante de la boxe anglaise et une réticence sur tout ce qui est arts martiaux mixtes. Et au niveau international, bon, bah, la France a été l'un des derniers, la Thaïlande aussi, avec justement un réflexe nationaliste de défense de son art martial patriotique. Donc voilà, on a eu cette vague de réticence qui finalement commence à être levée Bien quasiment sûr. partout dans le monde. Non, moi, ce qui m'intéresse, enfin, toujours, c'est de comparer les États-Unis et la France parce que je suis entre les deux. Et, et en fait, donc, dans un premier mouvement, j'avais envie de me dire, bon, comme d'habitude, en France, ça a été compliqué, puisque ça vient là en octobre 2020 d'être d'être toléré et d'être enfin, légiféré. Enfin, on peut pratiquer le MMA dans un cadre légal attaché à la fédération de boxe. Et donc, ma question, c'est finalement, ça a été quand même compliqué pour l'UFC notamment de s'implanter aux États-Unis. Alors, au niveau français, il n'y a jamais eu d'interdiction explicite de la pratique du MMA Mhm. en entraînement. C'est-à-dire que moi, je propose depuis 2010 à mes étudiants cette activité et je n'ai jamais eu le moindre souci parce qu'au niveau institutionnel, il n'y a aucun dispositif qui pourrait empêcher la pratique en entraînement. Ce qui était compliqué, c'était la pratique en compétition dans le format de l'UFC, c'est-à-dire avec l'octogone et les frappes au sol. Mais il existait en France, et il existe encore, des formes de pratique de combat mixte avec l'enchaînement debout-sol, avec des techniques de finalisation, mais c'était plutôt le format UFC octogone qui, là, est permis depuis très peu. En France, la panique morale, c'est comme ça que je caractérise Ouais, l'opposition super. qui y a eu. C'est une forme de panique morale où des journalistes, des hommes politiques, des responsables d'autres fédérations convergent dans leur dénigrement de la discipline. En France, la panique morale, elle a duré longtemps. Contrairement aux États-Unis, où elle a été très restreinte dans le temps. On va dire globalement de 95 à 2000. Ça a duré 5 ans. Le sénateur McCain, à l'époque, disait c'est un combat de coq ça avait été, il avait mené une campagne pour interdire l'UFC dans pas mal d'États américains Ouais. qui s'étaient 50 États, je finalement crois. implantés ailleurs. Hein. Euh, donc la panique morale a existé aux États-Unis, mais a été courte. En France, elle a duré presque 20 ans, donc Mhm. presque 4 fois Et plus de temps. comment tu expliques cette panique morale? Est-ce qu'on est, nous, vis-à-vis des sports un peu extrêmes, plus prudents? Ou est-ce qu'il y a une question de Alors nous, culture? en France, on a la caractéristique, d'une part, d'être le bastion de l'olympisme et de l'esprit coubertinien, avec amateurisme et compagnie, et d'autre part, d'avoir beaucoup de difficultés vis-à-vis des organisations qui ne sont pas centralisées au niveau étatique. C'est-à-dire que l'UFC n'est pas une fédération, l'UFC est une organisation
privées à but lucratif et qui ne rentrent pas dans le schéma coubertinien avec association, ligue, fédération, fédération internationale. Donc en fait, en France, la première chose qui a posé problème, c'est l'argent Mhm. et le côté spectaculaire et commercial de l'organisation. C'est ça qui a été, à mon avis, le point central. Ensuite, le fait qu'il s'agissait de commercialiser des combats et non pas de les intégrer dans une structure pyramidale avec justement ce réseau d'associations. Euh, ça a été le cœur du problème. Après, moi, j'ai tendance à dire que les justifications qu'on avançait explicitement, à savoir c'est dégradant d'attaquer un adversaire au sol, c'était plutôt des rationalisations a posteriori pour dissimuler ces enjeux premiers qui étaient on veut combattre contre ce modèle commercial et on veut combattre contre tous les modèles qui ne s'inscrivent pas dans le schéma pyramidal et coubertinien que les pouvoirs publics français préconisent. Et d'ailleurs, quand le MMA est autorisé en France, donc depuis très peu, c'est dans ce schéma coubertinien. C'est-à-dire que on a confié à la fédération bien implantée de boxe la charge de produire des règlements, de déterminer des catégories, d'organiser des compétitions. Et donc, ce ne sont pas les organisations privées à but lucratif qui ont pris en charge l'encadrement du MMA. C'est une fédération déjà établie. Donc, il existe des organisations privées sur le modèle de l'UFC, comme par exemple Fernand Lopez qui essaye de développer ça sur le continent africain essentiellement. Mais les pouvoirs publics français n'ont pas confié l'organisation du MMA à ce genre de modèle, ont conservé leur modèle et c'était le décalage des modèles qui a beaucoup posé problème en France. Mhm. Là où aux États-Unis, ce n'était pas lié à ce décalage des modèles. C'était lié à un spectacle de la violence qu'on avait du mal à apprivoiser au départ. Euh, Finalement, est-ce que ce qui les gêne, et encore une fois de ma fenêtre américaine, c'est pas le fait de gagner de l'argent, enfin, ou beaucoup d'argent en faisant du sport? Parce Ça a qu'ils posé veulent que ça soit problème contrôlé, à. contrôlé Ça par a le posé système, problème. excuse-moi, Vas-y, vas-y. contrôlé par le système associatif, qui quelque part n'aurait jamais pu permettre à ce nouveau sport d'exister. Il est clair que le système associatif n'a pas pour but d'augmenter les rentrées financières et ces dividendes qu'on peut retirer gênent certaines fédérations. Ça a gêné des fédérations de judo qui avaient peur de perdre des licenciés, mais qui avaient peur de perdre aussi au niveau du spectacle de combattants professionnels. Ça a gêné les pouvoirs publics aussi, de voir que la manne financière pouvait leur échapper. L'ancien ministre des Sports, Thierry Braillard, avait explicitement dit le MMA, on sait d'où ça vient et on sait ce dont ça, la Oui. finalité première. Donc en fait, il y a eu toute cette argumentation sur la violence, c'est dégradant, c'est attentatoire à la dignité humaine. Certes, pour certains, c'était vraiment dérangeant, mais pour beaucoup, c'était les aspects financiers qui étaient dérangeants et surtout le type de modèle visant l'organisation du sport. Mhm. Donc aujourd'hui, l'UFC, le Bellator ont le droit de s'implanter en France et vont profiter pleinement de ce droit. Il y a une deuxième soirée Bellator qui va prochainement avoir lieu à Paris. Donc là, maintenant, c'est tout à fait légal, mais ça a mis 20 ans pour se passer. Donc là, il y a une forme d'inertie qui est liée à un modèle très jacobin et très centraliste français. Et est-ce qu'on sait si l'UFC a, entre guillemets, tiré des ficelles par derrière pour... Parce qu'il y a quand même un gros marché en France, enfin, ça s'appelait le MMA. Du lobbying, je pense que le responsable Europe de l'UFC en a fait. Il y a eu beaucoup d'audits qui ont été réalisés par des députés et des sénateurs français, où donc il y a vraiment tous les acteurs du MMA qui ont été interrogés, depuis le sociologue qui travaille sur la discipline jusqu'à l'entraîneur, jusqu'aux compétiteurs de haut niveau. Donc il y a eu vraiment un audit qui a été fait large où les organisateurs de combats professionnels ont été également questionnés. Donc, je pense que l'UFC a fait un lobbying assez important sur la question, puisqu'il y a un marché important avec des combattants francophones qui brillent.
Et moi, personnellement, j'ai été surpris de voir que le choc Ngannou-Gane n'ait pas été organisé à Paris et je Mm. ne comprends pas encore pourquoi. Parce que je Ouais, c'est pense que vrai. c'était une fenêtre exceptionnelle pour l'UFC de s'implanter à Paris sur une opposition entre deux combattants français et francophones. Voilà. Là, c'est un mystère qui Ouais. demeure pour moi. Est-ce que tu peux dire juste un mot sur Gann et Ngannou? Enfin, les présenter Alors, en tant que combattants. Parce que c'est vrai voilà, que bah, c'est nos deux étoiles, entre guillemets, francophones et françaises. Donc. tout à fait. Cyril Gane, lui, c'est on va dire, le surdoué des sports de combat qui en 4-5 ans de pratique des sports de combat, peut se permettre d'avoir un combat pour le titre. Donc, il a commencé par la boxe thaï. Très vite, il est devenu champion de France de boxe thaï, mais en un an de pratique, hein, ça a été spectaculaire comme progression. Mis sur le tard au MMA, brillant tout de suite, invaincu, avec un style à la fois spectaculaire, mais surtout techniquement parfait, c'est-à-dire capable d'évoluer partout, avec une fluidité, avec des déplacements d'un combattant de 70 kilos, alors qu'il en fait 40 de plus. Donc là, c'était vraiment le technicien, la qualité des déplacements, la polyvalence, l'adaptabilité. Et en face, on a scénarisé, parce que l'UFC scénarise, hein, c'est Francis Ngannou qui a un parcours heurté avec une trajectoire de migration, une implantation difficile en France. Là, pour le coup, on n'a pas mis en avant ses qualités techniques, on a plutôt voulu mettre en avant sa force brute. Mais tout ça, c'est des types, en fait, c'est des archétypes qu'on veut essayer de Oui. construire. Et l'UFC a brillé parce qu'elle était capable, cette organisation, de créer des oppositions de style qui, pour la plupart, étaient fabriquées, hein, parce que Francis Ngannou, on l'a bien vu dans le dernier combat, est capable de technicité dans d'autres domaines que celui auquel on l'assigne prioritairement. Mais voilà, c'était le Français issu de Vendée, avec un parcours brillant, mais pas forcément ayant connu des épreuves de la vie traumatisantes face à un Africain qui a une migration, qui est par contre une force de la nature parce qu'il a travaillé dans des mines très tôt. Donc ces oppositions de style, qui peuvent être référées à des archétypes ancestraux, en fait, sont montées en épingle par l'UFC pour générer du pay-per-view. Et c'est un modèle totalement finalisé par la vente de produits dérivés ou Ouais, ouais. d'abonnements à la séance. Et donc, c'est ça qui a perturbé en France l'importation de cette discipline. Mhm. Et une dernière chose sur la question de l'argent, mais quand on met le nez dans les comptes bancaires des clubs de foot et des quantités d'argent que ça peut déplacer, on se dit pourquoi finalement on ne le ferait pas pour d'autres sports. Et, Complètement. et Complètement, hein. Comme disait Machiavel, la seule chose qui génère de la légitimité, c'est de l'habitude. Le foot génère des millions et des millions depuis plus d'années que le MMA. Et dès qu'il y a un nouveau concurrent qui arrive sur la scène pour générer des bénéfices, eh ben, hystérésis, inertie, on essaye de temporiser et d'essayer d'encadrer au maximum pour pas que le phénomène échappe. Et c'est ce que l'État français a essayé de faire avec la délégation qui a été donnée à la fédération de boxe, essayer de faire en sorte que le phénomène ne soit pas entièrement sous l'emprise des organisations privées, qui Mhm. restent des fonctionnaires d'État chargés d'encadrer sportivement la discipline et de faire en sorte que l'acteur économique, type l'UFC, ne soit qu'un acteur parmi d'autres et pas le seul pilote du développement de la discipline. Ouais, ouais. En soi, bon, c'est bien qu'il y ait un contre-pouvoir, entre guillemets, à l'UFC. Mais bon, les associations, enfin le monde associatif en lui-même est un pouvoir à part entière en France. Et finalement, enfin, quand on voit le nombre de licenciés, le nombre de licences qui passent, on se dit aussi que derrière toutes ces associations, il y a beaucoup d'argent. Pas de la même manière que l'UFC, c'est plus éparpillé. Non, non, mais il est certain que l'argument anticapitaliste, d'une certaine façon, sur c'est fait pour de l'argent, a été asymétriquement appliqué à l'UFC. Et parallèlement, on fermait les yeux sur le PSG version Qatari, qui ne posait pas de problème dans la même période. Euh, je ne sais pas, est-ce que
le PSG qatari a bénéficié de certains appuis d'anciens présidents qui étaient assez proches de ce club, peut-être, peut-être. Mais en tout cas, la France n'a pas pu empêcher la vague UFC qui va déferler sur Paris et qui va durer. Mais au moins, elle l'a temporisé, elle l'a canalisé et elle l'a assigné un rôle d'acteur parmi d'autres acteurs. C'est Ouais. ce que la France a réussi à faire. On pourrait dire en un sens, tout est bien qui finit bien quelque part. Ça a Hmm. été long, mais on y Ça a est. été long, mais je pense que face à toute innovation, en France peut-être plus qu'ailleurs, on a un système organisationnel qui fait qu'on temporise l'innovation Mhm. et on lui demande de faire l'épreuve de sa pérennité d'une certaine façon avant de l'entériner et de la faire rentrer dans le moule organisationnel qui nous caractérise. C'est vrai. Alors qu'aux États-Unis, c'est un peu le contraire. On n'est pas la nation de la start-up. On est la nation d'une organisation type les Jeux Olympiques qui est pérenne, Mhm. Ouais, qui qui dure dans s'inscrit le dans la temps durée. parce qu'elle a des structures. Mais du coup, on est moins réactif, on est beaucoup moins agile pour surfer sur la vague de l'innovation qui est en cours. On va l'encadrer, on va la bureaucratiser et du coup, ça prend un peu plus de temps. C'est bien dit. Moi, j'aime bien ce que tu dis. Et est-ce que tu présentes, enfin, est-ce qu'il y a tes élèves de l'ENS, de temps en temps, ils se disent, Mathieu, est-ce que tu crois que je vais pouvoir faire des combats pro? Est-ce qu'il y en a qui ont des velléités de combattre Alors nous, on a la particularité au niveau universitaire français, au niveau des compétitions, de ne pas pouvoir encore aligner des étudiants en MMA. Mhm. Ça fait partie de la temporisation que j'évoquais précédemment. Ça va venir. Hein. La Fédération française du sport universitaire, je pense que dans les 2 années à venir, va avoir des championnats de France de MMA. Pour l'instant, ça n'existe pas. Donc, si mes étudiants manifestent des velléités de participation à des compétitions, je peux les orienter vers le kickboxing, vers la boxe thaï, vers le judo, vers la lutte, mais pas encore vers le MMA. Ça va venir très vite et on est en train d'essayer de réfléchir à ça pour que ça puisse se mettre en place au niveau universitaire, qui serait d'une certaine façon l'aboutissement de la sportivisation française de la discipline, puisque si le milieu étudiant euh, rentre dans la discipline, c'est qu'elle a été euphémisée, encadrée et rendue totalement légitime. Exactement. Il faut savoir que le sport de combat par excellence dans l'université française, c'est la boxe française, la savate, en version assaut, qui est une Mhm. version très light, où la touche n'est pas portée, mais juste on impacte sans puissance l'adversaire. Donc là, c'est le sport de combat historiquement qui génère le plus de participants en France. Donc le MMA, a priori, n'est pas dans cette logique-là, donc ça va venir. La Fédération française de boxe, je pense, va militer pour organiser des championnats universitaires, mais en l'état, c'est pas Mhm. encore acté. Est-ce que tu crois que la fédération de boxe va vouloir garder sous son aile le MMA ou le MMA va... Je pense que si ça tenait qu'à la Fédération française de boxe, elle a tout intérêt à le garder. Ouais. Mais je pense que des acteurs vont être suffisamment puissants et vont faire la démonstration de leur légitimité pour que, in fine, une structure autonome qui s'appellerait la Fédération française de MMA existe. Je pense que c'est inéluctable. Mhm. Mais, Ok. mais au même titre que lorsque le ministère des Sports a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour dire qui voudrait encadrer le MMA, là, il y a beaucoup de mains qui se sont levées. Beaucoup de mains qui se Mhm. sont levées. La Fédération française de boxe, dans le cadre de son expérience de la gestion des chaos, du combat professionnel, donc ils ont obtenu l'appel d'offres d'une certaine façon. Il y a des intérêts à le conserver. Donc la fédération de boxe va essayer de le conserver, a mis des cadres fonctionnaires d'État pour encadrer la discipline, mais il va y avoir concurrence. Il est certain qu'il va y avoir un lobbying pour qu'une structure indépendante puisse émerger. Mhm. Mhm. Et à ce propos, je pense au sambo. Je crois qu'il y avait la fédération. En France, il y a une fédération de sambo. Alors, Ouais. que je ne dise pas de Elle est en faillite ou bêtises, je sais plus. alors je ne sais pas si elle est autonome ou si elle est Elle peut-être est rattachée. rattachée à une autre fédération. Là, j'ai un doute. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sambo, historiquement, est antérieur au MMA tel qu'on le connaît. Et c'est là où on voit
toute la force des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une activité qui, du point de vue technique et réglementaire, est très proche de ce qui existait avant. Et pourtant, dans le rendu final, eh ben, ça n'a plus rien à voir et ça n'attire pas de la même façon. Entre le sambo qui se pratique sur un tapis de lutte avec des habits pas forcément très sexy, une veste de judoji, un petit short rouge versus bleu, et les États-Unis qui ont mis une scénographie avec l'octogone, avec des athlètes torse nu. Et ben en fait, on voit toute la différence entre un produit qui est marketé et un produit qui ne l'est pas. Et le produit marketé, bah, il a pris une dimension exponentielle internationale, alors que le sambo, alors même que les combattants issus du sambo peuvent être aussi performants que les Américains, hein, sans aucun doute. D'ailleurs, McGregor, ouais, pardon. oui, tous les combattants issus de l'ex-URSS brillent aujourd'hui à l'UFC. Et pour beaucoup, ils sont issus du sambo ou de la tradition de la lutte. Donc en fait, l'UFC n'a rien inventé dans les éléments qui composent le MMA. Par contre, ils ont inventé le packaging global qui fait que l'UFC n'est pas réductible au sambo. C'est de la musique d'entrée, c'est de la scénographie, du storytelling pour associer les combattants dans les rencontres. Et le montage dans sa globalité, il est innovant. Il est innovant, alors même que ses composantes ne le sont pas nécessairement. Et c'est là où on voit un produit issu de la Russie et un produit issu des États-Unis, même logique interne de l'activité, du combat mixte, issues complètement différentes. Mhm. Et puis ils ont su aussi donc se débarrasser, enfin pas se débarrasser, mais ils ont su vaincre leurs compétiteurs parce que il y avait la Pride, je ne sais pas si les spectateurs ou les auditeurs s'en souviendront, mais il y avait la Pride avec Vanderlei Silva, il y avait des choses qui se faisaient, il y avait le Pancras avec Bas Rutten. Comment finalement ils ont tiré leur épingle du jeu parmi ces compétiteurs qui étaient solides? Alors, il est certain que jusqu'au, on va dire, au milieu des années 2000, l'UFC était un acteur énorme, présent, mais ce n'était pas un leader incontesté. Et, euh, et effectivement, il y avait des organisations, notamment japonaises, qui étaient ultra compétitives avec des combattants qui étaient exceptionnels, type Fedor, qui ne combattait pas à l'UFC à l'époque, qui combattait dans le Pride, Mirko Cro Cop, qui était aussi dans cette organisation. Donc, il y a vraiment eu une phase de concurrence. Il y a des scandales qui ont miné le Pride avec des collusions avec la mafia. Ces scandales n'ont pas miné de la même façon l'UFC, malgré le fait que certains propriétaires étaient des manias des casinos voilà, dont l'argent, on ne savait pas exactement d'où Ouais, il provenait. les Fertitta Brothers, Tout c'est à pas de la fait, voilà, rigolade. c'est ça. Mais disons que les affaires les ont moins plombées et ils ont peut-être plus d'agilité pour modifier leur organisation, notamment au tournant des années 2000, lorsqu'ils ont vraiment compris que leur développement économique il allait être menacé s'ils restaient dans cette logique de désportivisation et qu'il leur fallait mettre des catégories de poids, obliger les gants, obliger tous les combattants à se vêtir de la même façon, mettre un système de réglementation beaucoup plus précis avec des interdictions. Et en fait, là, c'est la preuve d'une organisation avec une agilité exceptionnelle, en fait, parce qu'ils ont fait leur marketing initial sur la transgression. Voilà, on transgresse les codes habituels des sports de combat. Et en fait, ils ont assuré leur pérennité en changeant complètement de modèle. Et ils sont basculés dans une resportivisation qui fait qu'aujourd'hui, le MMA, au même titre que le judo ou la boxe, on peut lire dans les colonnes de l'équipe le combat de la veille, en fait. Et alors qu'avant, c'était plutôt les faits divers, attention, de dangereux combattants se sont affrontés dans une cage. Et donc, en 30 ans, le traitement médiatique de l'activité n'a plus rien à voir parce que l'organisation a su s'adapter au moment où elle a perçu que son développement allait être menacé. Et Et ça, c'est brillant. est-ce que tu lis tu relis cette adaptation, cette flexibilité à la reprise en main par donc Dana White et les Fertitta Brothers des casinos de Las Vegas, Tout à fait, c'est de l'UFC? concomitant. Ouais. C'est C'est concomitant? concomitant. C'est vraiment à cette période-là que la bascule a été faite. Et c'est à ce moment-là aussi que l'UFC avait subi des interdictions
de se produire dans nombre d'États américains, suite à la campagne de panique morale menée par McCain et compagnie. Ok. Donc, en fait, l'adaptation était obligatoire, mais ils ont su la faire sans perdre totalement la valence transgressive qui au départ était prioritaire. Aujourd'hui, on veut encore, d'une certaine façon, du sang, des coups, des KO, etc. Et c'est pour ça que Francis Ngannou a eu une progression importante. C'est pour ça que Conor McGregor a été celui qui a rapporté le plus d'argent, parce que c'était des cogneurs. Donc, Mhm. en fait, à l'intérieur d'un modèle qui était devenu totalement sportivisé, ils ont continué à promouvoir des combattants spectaculaires qui permettaient quand même d'attirer les non-spécialistes de l'activité qui achetaient un pay-per-view pour voir de la baston. Et c'est là où l'UFC aussi est assez puissante, c'est qu'elle a su orienter les combattants vers un style de combat qui était rentable pour sa carrière et rentable économiquement. C'est-à-dire que même des anciens champions de jiu-jitsu brésilien ou de lutte, aujourd'hui, s'ils brillent à l'UFC, c'est parce qu'ils sont capables de mettre des KO. Mhm. Et donc, c'est pas parce qu'ils sont capables de mettre une technique d'étranglement, ça, à la limite, c'est pas ce qui va les faire briller au niveau médiatique. Mhm. À la fin de sa carrière, on a vu Khabib qui était capable d'être excellent dans le pied-point, alors qu'à la base, lui, ce qu'il faisait, c'était ground and pound, lutte, immobilisation pour ensuite matraquer son adversaire. Donc, en fait, les combattants étaient obligés de se plier aux attendus de l'UFC et aux attendus du grand public qui ne veulent pas des phases interminables de combat au sol, mais qui veulent du spectacle. Donc, le spectacle est resté, mais il n'est plus dans la transgression des normes établies dans les années 90. Il est dans la capacité à produire un combat explosif. Mhm. Et c'est là où Conor McGregor, au moment de son ascension, avait tout compris. En fait, il avait compris qu'un combat ne doit pas aller à son terme si on veut être promu rapidement dans cette organisation. Mhm. Et c'est là où Ouais, il avait réussi. ouais, il a aussi cette vision avec ce fameux combat hors genre avec Mayweather, le boxeur. Est-ce que tu peux dire un mot? Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une nouvelle fois, c'est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau, puisque des rencontres interstyles, ça a toujours existé sous la forme d'exhibition. On se rappelle de Mohamed Ali qui avait rencontré un catcheur japonais dans les années 70, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, dans l'histoire des sports de combat, même antérieurement, au début du XXe siècle, on avait vu des boxeurs qui rencontraient des sportifs de préhension. Là, Mayweather a réussi à faire la même chose dans une dimension capitaliste mondialisée. Et pour son premier combat de boxe professionnel, il rencontre un champion du monde invaincu. Donc, c'est quelque chose de, de phénoménal dans la vitesse, en fait. C'est premier match professionnel en boxe anglaise de Conor McGregor, un money fight qui rapporte des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Donc là, en fait, on a une autre innovation qui n'est plus à l'échelle d'une organisation, puisque ce n'est pas l'UFC qui est à l'origine Mhm. de cette rencontre, c'est des entrepreneurs individuels, type Floyd Mayweather ou Conor McGregor, qui ont perçu un nouveau filon qui échappe d'une certaine façon aux organisations et Mhm. qui, puisque les organisations deviennent menées par les combattants eux-mêmes. Et quand on entend Francis Ngannou qui dit bah, moi je vais me mettre à la boxe anglaise, ou les youtubeurs, les frères Paul, etc., Logan Paul, en, ouais. en fait, on assiste d'une certaine façon à un aboutissement paroxystique du libéralisme, c'est-à-dire que les entrepreneurs ne sont plus les organisations comme l'UFC ou le Bellator, mais les combattants eux-mêmes qui vont se soustraire à l'emprise de ces organisations et qui vont mener leur petit bout de chemin, leur carrière, indépendamment. Et aujourd'hui, si on voit Francis Ngannou dire qu'il va se lancer dans un combat contre Tyson Fury, etc., c'est qu'en fait, les rapports de force entre le combattant et l'organisation qu'est l'UFC se sont d'une certaine façon inversés. Mhm. Quand on est un leader mondial comme Francis Ngannou, on est presque plus puissant que l'UFC. Et donc, on est capable d'organiser des money fights comme ce qui va avoir lieu a priori avec Tyson Fury. L'UFC ne voit pas ça d'un bon œil, parce que ça reste une entreprise qui veut garder la mainmise sur ses employés. Mais quand Ouais, les employés deviennent surpuissants, dur de les ouais, contrôler. dur de les contrôler. Peut-être qu'ils auront une petite NDA
box à signer pour être sûr que les prochains ne leur échappent pas des mains. Ouais, ouais. Non, très, très intéressant. Je voudrais un petit peu passer maintenant à la dimension philosophique, parce que comme je le disais au début, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et alors, toi qui enseignes le sport, euh, comment se fait-il, et je ne sais pas si tu l'as vécu, mais en tout cas, moi, pendant toute ma jeunesse, toutes mes études, lorsque je disais que j'adorais la philosophie, que je m'intéressais que je faisais des études de philosophie, à des boxeurs ou des gens avec qui je faisais de la lutte, et ils me disaient que j'étais pas bien, qu'il y avait une case en moins, et réciproquement. Les intellos, entre guillemets, à qui je disais que je faisais de la lutte, me disaient ce type devrait aller se faire soigner. Et comment tu expliques qu'en France, il y a eu cette... alors, je sais pas si ça existe toujours, mais cette dichotomie entre le corps et l'esprit, enfin, espèce de dualisme. Alors, moi, j'évolue dans une institution qui, de mon point de vue, demeure prisonnière de ce dualisme. C'est-à-dire que la place du sport dans mon école est minime. Elle n'est Excuse-moi, pas valorisée. Elle n'est c'est pas valorisée dans combien d'heures par semaine pour les élèves? totalement facultatif et non obligatoire. Donc, on est dans une ère sociétale où les préoccupations de santé publique sont prioritaires, mais où le sport n'est pas obligé et n'est pas forcément incité. Nous, nos étudiants, ils ne sont pas obligés de pratiquer le sport, et s'ils le pratiquent, c'est sur leur temps libre, entre 18h et 22h après une journée de cours. Donc, ce n'est pas des conditions qui sont favorables. Mais j'évolue dans une école particulière qui est une école très académique, intellectualiste, et où on considère le sport comme à la limite un loisir récréatif, mais où on ne lui accorde pas de contenu éducatif. La situation, elle est très différente, par exemple, dans des écoles d'ingénieurs. Les INSA en France ou l'école polytechnique, d'une certaine façon, sur les valeurs éducatives du sport, sont beaucoup plus avancées. À Polytechnique, bon, il y a aussi une tradition militaire. Hein, Mhm. c'est un Ouais. facteur qui rentre en compte. C'est 6 heures de sport obligatoire pour tout le monde. Mhm. Et ce n'est pas négociable, en fait. Vous rentrez avec des épreuves sportives sur les concours et vous continuez à vous entretenir 6 heures par semaine. Nous, à l'ENS, la politique est très différente. On nous tolère plus qu'on nous encourage. C'est-à-dire Mhm. qu'on nous donne une petite dotation financière, on a des infrastructures tout à fait correctes, on a du matériel, mais pour essayer de rentrer dans les maquettes de diplôme, c'est une toute autre affaire. Et ça sera toujours à titre de supplément et jamais constitutif du diplôme. Donc l'intellectualisme qui est évoqué, il demeure en France. Il demeure. Et alors, je ne sais pas si c'est lié aux philosophes qu'on a pu avoir, du type Sartre et compagnie, qui n'avaient pas le plus grand appétit pour la chose corporelle, ou si c'est parce on exacerbe la logique individualiste et qu'on est encore bah, concrètement et quotidiennement empêtré dans une philosophie dualiste. Mais il est certain que les écoles d'ingénieurs ont beaucoup plus d'avance que les écoles qui forment à la recherche. Mhm. Il y a une très grande dichotomie là qui se fait. Et Mathieu, donc toi, tu as des stratégies pour essayer de faire changer les choses, de faire bouger les plaques tectoniques dans ce système Alors moi, je français? ne suis pas un grand lobbyiste dans les institutions. Euh, je crois plutôt dans l'exemplarité, c'est-à-dire que je constate que mes étudiants sont en meilleure santé lorsqu'ils pratiquent l'activité. Et j'ai été assez effaré de voir que pendant les différents confinements successifs qu'on a tous connus, je recevais des tonnes de mails d'étudiants qui me disaient là, ça y est, j'ai commencé les antidépresseurs, je dors mal, j'ai plus de relations. Alors, on avait toujours continué à faire du suivi, donc je faisais des cours en vidéo, j'envoyais des programmes quotidiennement et tout. Mais il manquait quelque chose, il manquait la coprésence corporelle et il manquait la régularité de savoir qu'on allait avoir rendez-vous avec des camarades de jeu. Donc, moi, le lien entre santé mentale, santé physique et activité régulière, il est évident. Et
j'essaye de montrer ça par la régularité de mon investissement. C'est-à-dire que quand cette régularité est mise à mal, on voit que l'état de santé de nos étudiants se dégrade. Alors, le sport, c'est vraiment un aspect de cet état d'équilibre général. Il y a l'aspect associatif, l'aspect festif, la convivialité entre camarades, etc. Mais le sport, il a un rôle central et les étudiants me l'ont renvoyé lorsqu'ils en étaient privés. Et c'est souvent lorsqu'on est privé d'une chose qu'on voit son utilité. Et là, la contribution de l'activité sportive, elle est immense. Et moi, je pense que c'est par la régularité que nos étudiants en bénéficient. Alors, pas forcément sous des formats exceptionnels, mais par la régularité. Tout à fait. Et aussi singulièrement, je ne sais pas encore une fois si ça existe toujours, je n'ai pas vérifié, mais la France reconnaissait pour les sportifs de haut niveau des équivalences universitaires. Et ce qui me semble extraordinaire, parce que personnellement, pour moi, les sportifs de haut niveau sont tous des cerveaux, et donc je trouve ça très bien qu'ils aient une équivalence. Mais c'est singulier parce que d'un côté, on reconnaît une équivalence universitaire à des gens qui sont des sportifs de haut niveau parce qu'ils le méritent, et de l'autre côté, c'est pas qu'on méprise le sport. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été méprisé pour être sportif en montant, et je continue un peu parfois à l'être. Mais c'est cette espèce de paradoxe, d'opposition entre... Et bah, le, le, l'antinomie que j'évoquais tout à l'heure entre les écoles d'ingénieurs et les écoles de formation à la recherche, elle se vérifie sur le point qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire que à l'INSA de Lyon, par exemple, donc il y a une école d'ingénieurs généralistes parmi les 10 meilleures écoles d'ingénieurs en France, le nombre d'athlètes de haut niveau est énorme, énorme. Alors, ils n'ont pas des équivalences, mais ils ont des aménagements de cursus qui leur permet de faire chaque année en 2 ans. Donc, leur cursus d'ingénieur va être plus long, Mhm. mais la double carrière qu'on évoque souvent, sportif de haut niveau et études universitaires, dans des écoles comme l'INSA de Lyon, c'est vraiment mise en œuvre. Nous, à l'ENS de Lyon, on n'a pas d'athlètes de haut niveau. Et parfois, on ne découvre que sur le tard qu'on a des athlètes de haut niveau, mais en tout cas qui ne sont pas reconnus tels quels par l'institution, ce qui donnerait lieu à des aménagements de scolarité. Donc nous, on a vraiment cette hétérogénéité en France. Certaines institutions valorisent la pratique physique. Alors, c'est pas sur n'importe quel sport, hein. Par Mhm, exemple, à ouais. l'INSA, c'est sur la voile, par exemple, qui sont des activités d'ingénieurs avec une dimension technologique très forte. Rarement sur des footballeurs, par exemple. Et d'autres écoles, des formations à la recherche, où là, le statut d'athlète de haut niveau n'existe tout simplement pas, en fait. On ne le reconnaît pas et on n'accorde pas des aménagements de scolarité. Ouais. Et là, il y a vraiment un monde entre les États-Unis et la France, puisque on sait très bien qu'aux États-Unis, le sport, enfin moi je le vois autour de moi, mes élèves, ils sont intéressés par le sport, mais ils sont aussi préoccupés dans la mesure où ça va leur ouvrir les portes des universités. Ah Donc, bah, et des quand, en bourses. tant que Français, on regarde les matchs universitaires de basket ou de football américain et qu'après, le jeudi soir, on va dans nos gymnases pour voir ce qu'est le sport universitaire, là, on a un espèce d'univers parallèle bon, qui s'explique par la position des universités et des grandes écoles. Pour donner un exemple, même dans les universités qui forment des futurs professeurs de sport, le sport universitaire n'est plus obligatoire. Quoi? C'est-à-dire on a des futurs enseignants de sport qui ne sont pas obligés le jeudi après-midi d'aller faire leur match universitaire. Et ça a changé. Moi, quand j'étais dans mes études universitaires, on était tout simplement obligé d'aller faire de la compétition. Si on n'en faisait pas, on allait avoir zéro. C'était obligatoire. Et maintenant, il y a des cours qui se mettent sur ces créneaux normalement réservés. Donc, en fait, on n'a pas du tout un système incitatif, institutionnel qui promeut ça. Donc, il ne s'agit même pas d'avoir des publics comme aux États-Unis. Là, on n'en est pas là. Nous, quand on fait du sport universitaire, on n'a jamais un spectateur. Hmm. On est dans une organisation très artisanale. Mais on constate qu'historiquement, normalement, le jeudi après-midi, par exemple, est réservé à la pratique sportive, normalement en France, et c'est quelque chose qui n'est plus respecté. C'est-à-dire que les étudiants font leur sport universitaire, des fois, avec des matchs qui commencent à 21 h. Mhm. Et ça questionne tout un système qui n'est pas là pour le promouvoir, en fait. Et Mais si qui on le injecte, tolère, en fait. ouais, si on injectait des fonds, enfin une grande quantité d'argent, est-ce que tu crois qu'on pourrait changer les choses? Est-ce que les universités auraient les moyens, tu vois, de créer des spectacles? Tu vois, je regardais l'autre jour un match de football
football américain de State Florida. C'était tout simplement, enfin, il y avait quasiment aucune différence avec un match professionnel de la NFL. Complètement. Complètement. Quand on regarde le sport universitaire américain, on ne perçoit pas de différence, en fait. Peut-être des différences d'échelle, mais pas des différences de nature. Euh, Nous, comparativement, c'est un petit entraînement, en fait, à côté. Je pense que la question des moyens est un levier important, mais la question des mentalités restera la chose la plus difficile à moduler. Et là, pour l'instant, on n'est pas encore dans une échelle qui nous permet d'envisager le dixième de ce qui se fait aux États-Unis. Pour ce rapport, simplement que on n'a pas encore intégré le versant éducatif de l'activité sportive et sa capacité à développer des compétences qui sont pas seulement des compétences physiques, mais aussi des compétences relationnelles, des compétences d'engagement dans un projet. Et pour ça, en fait, le parcours est encore très long. Mhm. Ouais. Et pour entrer vraiment dans la philosophie, entre guillemets, avec Platon. Donc Platon, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais donc toi, je suis sûr que tu le sais, mais il a été nommé il a été nommé Platon à cause de ses épaules de lutteur. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu vois, on a été complètement déconnecté de ce lien entre la philosophie et la lutte, ou, allons plus loin, avec le sport, l'agone, voilà, la compétition, la lutte physique entre des individus. Pourquoi il y a eu, à ton avis, ce clash, ou quelle est ta vision sur la chose? Je pense que des modèles philosophiques dominants ont relégué le corps, là je parle même plus du sport, hein, mais je parle Ouais. du corps et de ses compétences cognitives, sensorielles, à quelque chose d'accessoire. En France, c'est la poussée de l'existentialisme, par exemple, qui, euh, qui considère le corps uniquement comme un corrélat. Et quand on voit, par exemple, les travaux de Damasio, qui est un neuroscientifique sur la côte ouest des États-Unis, où il montre que sans la capacité d'éprouver corporellement des émotions, on ne peut pas décider, et ben là, en fait, il y a un paradigme différent qui se fait, c'est-à-dire que la cognition n'est que la résultante d'une capacité à éprouver corporellement des émotions. Et sans cette capacité à éprouver corporellement des émotions, on ne peut pas décider, on ne peut pas raisonner. Et Mhm. donc, il y a des paradigmes qui mettent en évidence les valeurs cognitives de l'activité corporelle et d'autres qui sont dans une philosophie de l'esprit totalement fermée et désincarnée. Alors aujourd'hui, que ce soit au niveau scientifique, neuroscientifique ou philosophique, on n'a plus de modèles comme cela Mhm. qui décapsule totalement le raisonnement du corps. Mais on a encore une influence de modèles existentialistes, par exemple, qui ont façonné cette dichotomie. Et je ne parle même pas du dualisme cartésien. Souvent qu'on interprète un peu de façon trop radicale, parce qu'il y a des exemples d'interaction chez Descartes, hein, entre le corps et l'esprit, mais on a retenu que la scission. Donc, je pense qu'on a en France une tradition intellectualiste euh, qui réside dans le pouvoir dominant qu'ont pris certains paradigmes et des versions alternatives. J'évoquais les travaux de Damasio, il y a Varela, par exemple, sur l'énaction, qui ont émergé, mais qui n'ont pas émergé en France, en fait. Mhm. Et en France, on n'a pas prôné, on n'a pas mis en avant ce genre de travaux. Ça commence à venir, mais ça reste des niches encore. Bah, et je pense que toi, en tant qu'être humain, tu es justement un des agents qui peut faire changer les choses. Parce que, enfin, non seulement par ta pensée et ton action, mais tu es au bon endroit pour faire changer les choses, je pense. Donc, Ouais, mais je pense que pour faire changer les choses, il faut des compétences politiques et de lobbyistes, et ça, tout le monde n'a pas la même capacité. Je ne suis pas très doué dans ce domaine-là. Mais j'essaye de fonctionner par l'exemple, déjà. C'est déjà ouais, une c'est très première bien. solution. Ton livre, tu parlais de Descartes, enfin de Damasio, parlais de Platon. C'est quoi ton livre préféré? Au niveau scientifique, au niveau littérature, Ouais, globalement, commençons par la philosophie et puis on au niveau de verra. la philosophie, je suis un gros fan de Gaston Bachelard, philosophe des sciences. Et je dirais que ouais, son ouvrage le plus connu, La formation de l'esprit scientifique,
C'est vraiment quelque chose qui m'a animé beaucoup. Globalement, la thèse générale, c'est que les obstacles à la connaissance sont dans notre esprit et dans notre façon de nous laisser berner par nos préjugés. Et donc, j'aime bien le dynamisme autocritique que Bachelard appelle de ses voeux, à savoir tout ce qu'on pense spontanément est pétri de préjugés. Et en fait, on acquiert une connaissance qu'en combattant une connaissance ancienne qui a été mal paramétrée. Donc j'aime bien ce rapport à l'autocritique, qui est une forme d'ascèse intellectuelle, de se dire mon premier avis est souvent le plus erroné. Et si j'arrive à combattre ce premier avis, là, je peux me targuer d'avoir construit une connaissance. J'aime bien cette façon de penser. Tu utilises Bachelard dans le sport quand tu fais de la Euh, compétition. Est-ce que ça t'a aidé? dans le sport, non, mais de me dire simplement ma première intuition peut être rectifiée. Et si je suis capable de la rectifier, j'ai peut-être conquis quelque chose. Je vais donner un exemple très simple. Francis Ganoux, quand il a gagné contre Cyril Gane, il n'a pas gagné par un chaos stratosphérique. Il l'a gagné parce qu'il l'a combattu en lutte. Toutes les personnes qui pensaient que Ganoux allait chercher le chaos, en fait, se sont trompées. Et donc, ils se sont arrêtés à la surface des choses, là où Bachelard nous dit la surface des choses, elle est piégeuse, et essayer d'aller voir au-delà. Et donc, en fait, on a méprisé la capacité de Francis Ganoux à aller chercher sur un autre registre de combat ses adversaires. Et c'est ceux qui l'ont méprisé de ce point de vue-là qui ont échoué. Donc, ouais, ne pas se fier aux apparences et aller chercher au-delà. Ça fait écho aussi à une méthode de musculation que je suis qui s'appelle la méthode Strong First, qui a été créée par Pavel Tsatsouline, qui est américain, mais immigré russe, et qui dit ne jugez pas un livre à sa couverture et ne jugez pas la force de quelqu'un à la taille de son biceps. Et j'aime bien cette philosophie de dire ne vous fiez pas aux apparences, aller plus en profondeur sur ce que les gens sont réellement capables de faire plutôt que de dire ah ce mec il n'a pas l'air spécialement bâti, pourtant il a une force phénoménale. Ce qui Ouais. explique aussi pourquoi les bagarres de rue c'est pas quelque chose qui m'intéresse, parce que je me fie pas au gabarit de quelqu'un pour savoir la dangerosité qu'il peut avoir. Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, J'allais te demander ta routine physique. Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Donc tu parles de Strong First, mais Alors ma routine physique, elle est-ce que est tu as un conseil rapide? alors ça, c'est un vaste débat, mais on va dire que globalement, dans le monde de la préparation physique, il y a deux tendances. Une tendance maximaliste qui est le CrossFit, changez souvent, changez vos routines. Toutes les routines sont mauvaises parce qu'elles vous habituent à un seul registre. Et il y a la tendance minimaliste, là c'est plutôt l'école Strong First qui dit faites souvent la même chose. Et après avoir pas mal pratiqué le CrossFit, j'ai basculé dans l'autre optique de dire, ben, en fait, si on choisit bien ses mouvements, si on sélectionne 3, 4, 5 mouvements fondamentaux et qu'on les répète comme au même titre qu'on se lave les dents, on va faire notre routine, et ben finalement, en fait, on progresse de façon gigantesque. Mais il faut que les mouvements fondamentaux soient bien choisis. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit des mouvements complets, comme par exemple le swing avec le kettlebell, qui va développer l'extension de la hanche. Or, l'extension de la hanche, c'est un mouvement capital dans toutes les activités sportives qu'on peut avoir. Donc voilà, ma routine, c'est pratiquer très souvent les mêmes mouvements, mais des mouvements globaux qui ne sont pas des mouvements d'isolation comme un curl que je vais faire pour travailler mes biceps. En fait, quand je fais mes exercices de musculation, je ne sais pas quel muscle je travaille. Je sais qu'il y a tout mon corps qui est impliqué dans chacun de mes mouvements. Mhm. Donc ça, c'est ma routine. Régularité, minimalisme dans le choix des exercices. Et le deadlift, tu vas le garder ou? Ben, en fait, le swing, c'est un deadlift dynamique. Mhm. C'est-à-dire que le deadlift va Ah, solliciter d'accord. l'extension de la hanche. Et avec le swing, on va solliciter l'extension de la hanche, mais avec une composante balistique, c'est-à-dire avec une explosivité. Donc, Mhm. le swing, c'est un deadlift en mouvement. Ouais, ouais. Mais Qui a le un sens deadlift, c'est un mouvement fondamental. et une C'est meilleure un mouvement préparation. fondamental. Ouais, le fait que ça soit dynamique et une meilleure préparation physique pour la compétition. Bah, dans l'école de Force Strong First, on essaye souvent de chercher des mouvements complémentaires. Donc, par exemple, un mouvement balistique comme le swing et un mouvement lent
vraiment de force pure, comme par exemple le soulevé turc, Turkish Get Up, là qui est un mouvement de force très très lent, qu'on pourrait voir comme un mouvement chargé de yoga, qui consiste à partir du sol, à remonter debout et à redescendre. Tout ça avec une charge Avec ton portée à bout de kettlebell. bras. Ouais. Voilà, toujours avec le kettlebell. Et donc, en fait, Pavel Sassoulin dit que c'est le yin et le yang. Le swing, c'est l'explosivité, mouvement balistique. Et le yang, c'est la force pure, mouvement lent. Et les deux complémentaires, certains programmes de muscu ne sont basés que sur ces deux mouvements. C'est-à-dire que pendant des mois et des mois, on ne peut répéter que ces deux mouvements. C'est Mhm. une tendance minimaliste. C'est tout l'inverse du CrossFit où il faut éviter toute routinisation de l'activité physique. J'ai essayé les deux et bon, à mon âge, je vois beaucoup de bénéfices dans la routine minimaliste. Ouais. Strong First, j'en ai entendu parler, mais ça se développe en France? Complètement, en fait, il y a des certifications qui sont organisées très régulièrement. Strong First, c'est un peu comme l'UFC, hein, c'est une organisation commerciale qui se développe comme un réseau. Et donc le réseau vient au départ de la Californie, du Nevada, et ça a essaimé partout dans le monde, Canada, Asie, Europe. Et donc en France, on a des certifications, on a des instructeurs Strong First. Il y en a plus d'une centaine, on sera bientôt aux 200 en France. Et c'est quelque chose qui se répand. Mais c'est un produit qui est beaucoup moins marketé que le CrossFit. Mhm. Et on en revient tout à l'heure, on discutait du sambo par rapport à l'UFC. Strong First, ça serait l'équivalent du sambo. C'est beaucoup plus, comment dire, c'est beaucoup plus austère, beaucoup moins sexy que le CrossFit avec les salles, avec la vitrine mondiale que sont les CrossFit Games. Donc on a des rapports différents à l'activité physique, mais toutes les personnes qui ont essayé la musculation minimaliste ont trouvé des bénéfices. Ouais. Mais c'est moins sexy parce que quand on dit que pendant 3 mois, on va faire les mêmes mouvements et qu'on va rester pendant un mois ou un mois et demi à la même charge, ça fait pas rêver. Mais les bénéfices sont souvent solides, profonds et Dans la durée. durables. Ouais, ouais, c'est ça. Durables. Oui, bon, enfin, je pense que comme, comme moi, tu as dû constater que plein de gens se sont mis au CrossFit et se sont blessés parce qu'ils ont été attirés par... voilà, enfin, c'est comme si on se mettait au MMA un peu amateur, professionnel et qu'on se blesse. Certaines personnes se mettent au CrossFit sans avoir jamais fait de musculation de leur vie. Donc, apprendre l'épaulé jeté sans avoir de base de gainage, c'est comme aller faire un combat de MMA sans avoir jamais fait de boxe. C'est, euh, C'est comme mais il y a une forme d'impatience en fait. On veut aller vite et on veut faire tout de suite quelque chose de complexe. Mais comme on le disait, c'est pas sans danger. C'est blessure, démotivation et puis parfois stagnation. Parce que comment peut-on progresser si on change de routine à chaque fois? C'est compliqué. je suis bien d'accord. Parce que ce qu'on observe chez les sages antiques, c'est cette importance de se consacrer chaque jour à la philosophie, c'est cet objectif assez presque inatteignable de la sagesse. On le retrouve en sport, mais il y a cette même tendance de je dois faire preuve de patience, de résolution, de détermination. Mm. Et le CrossFit, à l'inverse, se targue de ne jamais faire deux fois la même chose. Donc, en fait, on a des, des offres sportives dans le domaine de la muscu, par exemple, qui sont variées, en fait, et qui peuvent attirer des publics différents. J'ai la faiblesse de croire que les publics qui vont vers le minimalisme sont souvent des personnes qui ont goûté au maximalisme et qui ont compris corporellement certaines de ses limites. Mhm. Et nous, quand on pratique la musculation façon Strong First, on n'a pas beaucoup d'objectifs, mais les objectifs qu'on a, ils sont élevés parce que on est focus sur un nombre restreint de mouvements, un nombre restreint d'objectifs, et du coup, on peut tenter des choses assez difficiles, mais on papillonne pas. On Mhm. papillonne pas, et cette régularité elle ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'Instagram, où il faut montrer qu'on a une vie diversifiée, exceptionnelle, faire tout le temps la même chose, quand on fait sa routine sportive, c'est pas très vendeur, c'est pas très sexy et ça attire pas beaucoup de personnes. Mhm. Mais corporellement, on en expérimente les bienfaits. Ça fonctionne. Et puis surtout, je pense que beaucoup de gens recherchent un effet d'apparence immédiat. Ça me conduit à une autre question qui est, est-ce que tu recommandes à tes élèves
par exemple, de prendre des compléments alimentaires du type protéines ou Jamais plus? pris, jamais recommandé. Pourquoi? On ne juge pas la force de quelqu'un à la taille de son biceps. Et quand je pratique la muscu, s'il y a des bienfaits esthétiques qui se font, sont toujours des conséquences non recherchées. C'est des Mhm. corrélats qui peuvent être agréables, mais c'est pas ce que je recherche. Et je ne suis pas compétent et appétent vis-à-vis des compléments qui court-circuitent le travail de fond pour Mhm. essayer d'avoir des bases solides. Donc, quand quelqu'un vient me demander, parce que ça arrive souvent que mes étudiants me disent je veux prendre de la masse, je ne suis pas la bonne personne. Mhm. Alors, je peux les conseiller sur la musculation, mais sur tout ce qui est supplémentation, etc., je me refuse complètement de le faire. Ouais. Est-ce que c'est aussi comme si c'était de la triche ou... Alors, chez Strong First, on dit que c'est du muscle fake. C'est-à-dire que quand Strong First est arrivé aux États-Unis, ce qu'ils ont fait, donc c'était beaucoup de Russes qui avaient migré, ils sont allés dans les grandes messes de bodybuilding Mhm. et ils leur ont dit, bah voilà, un kettlebell de 40 kilos, tu le prends là et tu le soulèves au-dessus de ta tête. Mhm. Et donc, ils ont mis au défi des bodybuilders de faire ça, des gars qui faisaient parfois 140 kilos. Très rares étaient ceux capables de le faire. Et en face de ça, ils voyaient un petit mec de 80 kilos qui Mhm. prenait son kettlebell de 40 kilos et qui le mettait au-dessus de la tête. Et donc, les bodybuilders disent, ouais, mais c'est de la technique. Et là, Pavel Tsatsouline répondait, la force, c'est de la technique. Ah, Avoir de la force, c'est être capable de contracter ses muscles. Si tu ne sais pas contracter tes muscles, tu ne vas pas pouvoir produire de force. Et donc, en fait, on voit la différence entre un mouvement de curl, mhm. qui est un mouvement monoarticulaire, et un mouvement de presse qui engage tout le corps. Et en fait, les bodybuilders qui sont habitués à entraîner le muscle ne sont pas habitués à entraîner le mouvement. Et le mouvement, il est forcément complexe, polyarticulaire. Donc, en fait, on n'a pas les mêmes finalités. Moi, je dénigre pas le bodybuilding, mais ça ne m'intéresse pas, tout Mhm. simplement. C'est pas ma façon de faire. Je pense que les bodybuilders sont capables de développer des forces intéressantes, mais sur des mouvements qui ne sont pas réellement des mouvements, qui sont des exercices d'isolation. Mais le transfert avec la vie réelle, que ça Ouais, soit pour courir, aller chercher son bus, pour être capable ouais, de s'occuper de ses enfants, jouer avec eux, il ne se fait pas. ouais. Et chez Strong First, la devise numéro un, c'est la force a un autre but qu'elle-même. Mhm. La force, c'est fait pour certains être militaires, d'autres pompiers, d'autres policiers, d'autres s'occuper de leurs enfants, d'autres être sportifs dans d'autres activités. La force, en fait, c'est un levier pour exceller ailleurs. Mhm. Mais ce n'est pas un levier pour esthétiquement se montrer torse nu sur les réseaux sociaux. Exactement, c'est pas une fin en soi. Mm. Mathieu, donc si tu manges pas des protéines, c'est quoi ton plat préféré? Qu'est-ce que tu manges de manière récurrente pour Du sucre. alimenter les muscles? Non, j'ai pas beaucoup de vices. Je bois pas, je fume pas, je me drogue pas, mais je suis un peu addict au sucre. Donc, Ah, mon alors je plat me sens bien. préféré, c'est le cookie. Mais j'essaye de le faire moi-même. J'ai une meilleure conscience alors. D'accord, non mais c'est dur. Il y a une année, j'ai essayé de couper le. Je me suis dit, ouais, facile, j'arrête de boire, donc pas de problème. Et puis mon épouse me dit, mais essaye de faire ça avec le sucre. Et là, j'ai pas pu. Parce que c'était comme tu dis, le cookie ou la petite tartine de Nutella, et j'ai jamais pu. Bah, j'ai essayé aussi. Dans la durée, j'ai pas vraiment tenu. Mais quand j'ai réussi, ça s'est accompagné d'irritabilité secondaire qui n'était pas forcément très agréable pour les personnes qui me côtoyaient. Donc, j'essaye de me réguler, mais voilà, c'est mon vice assumé. Ouais, c'est ta drogue assumée. Mm. D'accord, bon, ouais. C'est un plaisir, donc je sais qu'on doit partir. Peut-être on aura l'occasion de refaire une séance. Est-ce que tu as ouais, une... tu sais, si tu étais réincarné, une petite question pour closing thoughts. Si tu étais réincarné plante, animal, donc c'est la question de Bernard Pivot, plante, animal, arbre, qu'est-ce que tu Alors, choisirais? je Ou autre pense chose, que hein. je me réincarnerai dans un végétal et j'aimerais bien être une petite herbe dans les prairies de montagne.
Pourquoi? Pour avoir le calme de l'été et puis hiberner l'hiver tranquillement sous la neige. Non, c'est vrai que je suis plus porté vers le règne végétal qu'animal. Et, voilà, personnellement, j'essaye de limiter ma consommation en viande. Alors, j'arrive pas totalement à l'annuler, mais j'essaye de vraiment la limiter. Et je suis un passionné des prairies de montagne, Pyrénées, Alpes. Ça, c'est quelque chose qui me plairait. J'aime bien le côté paisible. Mhm. Est-ce que moi, Pas ça me fait de, penser à une pas de dernière lutte, pas question? de guerre. Et une dernière question, oui, pas de lutte, pas de guerre, tu as bien raison. Une dernière question. Méditation, tu pratiques ou qu'est-ce que tu fais pour cette partie-là un peu spirituelle que tu évoquais à travers ta réincarnation en herbe de Alors, montagne? comme on l'évoquait tout à l'heure, il y a une forte tradition dualiste, notamment dans la philosophie française. Et moi, j'essaye dans ma pratique de pas la perpétuer, c'est-à-dire que j'ai pas de moment clé où je me dis là, je vais méditer. Mhm. C'est-à-dire que la méditation, ça peut être quand je marche dans la rue, ça peut être quand je vais faire du ski de fond, quand je fais du VTT, et dans tous les cas, quand je fais mes séances de musculation, en fait, je suis totalement focus. C'est-à-dire que je ne pense qu'à ce que je suis en train de faire, à être dans un mouvement le plus parfait possible, ne pas être, ne pas être perturbé par de la musique, des personnes à côté de moi. Je me concentre à obtenir la forme parfaite du mouvement complexe que j'essaye de maîtriser et que je maîtrise que difficilement et imparfaitement. Donc voilà, pas de temps à part consacré à l'esprit, au même titre que pas de temps à part consacré au corps. En fait, je suis un corps-esprit tout le temps. Mhm. Et ma pratique de la méditation, elle est à tous les moments de ma vie, lorsque je suis complètement épargné par les distractions du téléphone, de l'ordinateur, etc. Donc voilà, pas de temps à part C'est une dédié. très belle conclusion. Je suis un corps-esprit, un esprit-corps, c'est magnifique. Alors, bravo. Ben, merci beaucoup. Bon, merci Olivier. Merci d'avoir écouté notre conversation avec Mathieu Kidou. J'espère que cela vous a plu et je vous donne rendez-vous le mois prochain où nous retrouverons Jean-Marc Banzo, chef étoilé et directeur de l'entreprise Banzo Consulting et Développement.